Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le 50e anniversaire de l'unité nationale a été célébré en fanfare ce vendredi 20 mai au Cameroun. Les traditionnels défilés ont pu se tenir en présence du président Paul Biya après 2 ans de restrictions dues à la pandémie de Covid-19. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition est en augmentation en Éthiopie, pays de la Corne de l'Afrique en proie à un conflit armé et à la sécheresse. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation de la région de l'Afar, voisine du Tigré, théâtre d'une guerre civile depuis novembre 2020. Et le célèbre tournoi de tennis Roland Garros débutera ce dimanche 22 mai à Paris en France. Cette compétition internationale, connue pour sa difficulté en raison de sa terre battue, connaîtra la participation de 4 Africains lors de cette édition 2022. Et tout d'abord, le Burkina Faso a accueilli cette semaine une délégation de la CEDEAO venue en mission à Ouagadougou dès le 18 mai. Cette mission s'est penchée sur les aspects civilo-militaires pour prendre la mesure de la situation depuis le coup d'État militaire du 24 janvier dernier qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Après avoir visité les localités de la région du centre-nord, le constat de la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est clair. Sur le terrain, la situation sécuritaire et humanitaire reste difficile. La délégation de la CEDEAO a réaffirmé son engagement à accompagner le Burkina Faso, pays qui reste tout de même suspendu des instances de cette organisation sous-régionale. C'est ce vendredi 20 mai que le Cameroun a célébré le 50e anniversaire de l'unité nationale. Cette année marquait le grand retour des défilés après 2 ans de restrictions dues à la crise sanitaire. Les festivités étaient placées sous le thème « Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun ». Le point avec notre envoyé spécial à Yaoundé, Mildred Diamo. 20 mai 1972, 20 mai 2022, 50 ans d'unité nationale. Le 20 mai 2022, le Cameroun a célébré ses noces d'or de l'État unitaire. Par un défilé militaire et civil présidé par le chef de l'État Paul Biya, le 50e de l'État unitaire du Cameroun s'est célébré sous le thème « Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale ». Ce thème, choisi cette année, est une exhortation pour les forces de défense et de sécurité de gérer cette paix en collaboration avec les populations. Vous savez, nos missions régaliennes et surtout au sein de la police nationale ne visent qu'à préserver la sécurité des personnes et de leurs biens. Chacun des citoyens doit veiller à la préservation de la paix. 50 années au cours desquelles l'armée camerounaise s'est engagée aux côtés des populations pour le développement et la sécurisation du pays. Les forces de défense ont démontré cet engagement à travers des actions civilo-militaires ces dernières années, intervenant dans la construction et la réhabilitation d'infrastructures. Des actions et interventions confirmant que le lien armée-nation n'est pas une simple pensée au Cameroun. Les pères fondateurs du Cameroun, en 1959, ont décidé d'une armée qui était non pas une armée dédiée à la guerre, mais une armée de développement. Et c'était une armée participative qui prenait à la fois en compte le civilo et le militaire. C'est pour ça que l'instrument pertinent de défense du territoire camerounais, c'est la défense populaire. L'armée a contribué à la stabilisation des institutions, l'armée a contribué à la protection des frontières, l'armée a donné des garanties aux populations, l'armée a donné des garanties aux investisseurs et l'armée aura globalement contribué de ce fait à l'essor du Cameroun. Le Cameroun renoue avec son traditionnel défilé civil et militaire à l'occasion de ce 50e de l'unité nationale après 2 années de suspension en raison de la pandémie de Covid-19. Très enthousiaste de voir la jeunesse de demain, le Cameroun de demain qui ont défilé et j'étais très ému par le message qu'ils portaient sur les banderoles. Je suis tout pour la jeunesse. La seule chose que je dirais aux jeunes Camerounais d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont plus d'opportunités qu'ils ne pensent, ils ont plus de force, de détermination.
Ce sont plus de 5000 défilants qui ont pris part à cette célébration de la fête nationale ici au boulevard du 20 mai. Rappelons que le Cameroun est depuis quelques années en proie à une crise séparatiste dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun a longtemps lutté pour préserver son unité et son intégrité nationale au bénéfice de son peuple. En direct du boulevard du 20 mai à Yaoundé au Cameroun, je suis Mulbraïdia pour envoyer spécial pour Africa 24. Et cette célébration était aussi l'occasion de questionner la notion d'unité. Comment la préserver face aux crises? Car depuis plusieurs années, le Cameroun est confronté à une crise dite anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum, commenté par Corinne Kamzoéoné. On reste à Yaoundé où se tient à partir du 22 juin prochain la 11e édition du salon de l'action gouvernementale SAGO. Cet événement annuel sera placé sous le thème modernisation de l'administration camerounaise comme outil majeur d'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2030. Objectif affiché, rendre le service public camerounais plus efficace. Les précisions de Marie-Raphaël Tolo. Présenter le dispositif institutionnel mis en place pour l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et vulgariser les politiques de digitalisation des procédures dans toutes les administrations camerounaises. Tels sont les axes autour desquels va s'articuler le déploiement de toutes les composantes du gouvernement lors du salon de l'action gouvernementale. L'édition de cette année, la 11e du genre, se tiendra du 22 juin au 1er juillet 2022. Le SAGO qui va donc commencer le 22 juin prochain va constituer une sorte de rendez-vous du donner et du recevoir. Nous, administration, nous, parce que vous également, vous représentez des administrations, nous devons montrer aux Camerounais ce qui se fait en termes de modernisation. J'ai parlé de deux mots-clés, digitalisation et puis la simplification. Placé sous le thème « Modernisation de l'administration camerounaise comme outil majeur d'atteinte des objectifs de la SND 30 », le SAGO 2022 va faire une évaluation des actions menées jusqu'ici pour réussir le pari de la croissance économique à l'horizon 2035. Cependant, il sera surtout question de réfléchir à de nouvelles stratégies pour rendre le service public camerounais plus efficace. Le salon permet en quelque sorte ce renforcement des capacités, notamment en faisant connaître le produit, en vendant l'image, en faisant le marketing, en travaillant à la promotion. Pour rappel, le salon de l'action gouvernementale sert de plateforme visant à promouvoir les politiques publiques nationales dans tous les secteurs opérationnels au Cameroun, tant bien au niveau public que privé. Également dans l'actualité au Nigeria, gouvernement et secteur privé s'unissent pour assurer la réhabilitation des routes. Les autorités ont mis en place un système permettant de partager la charge des réalisations des infrastructures avec le secteur privé et ainsi réduire les coûts. Le secteur privé va donc participer à hauteur de plus de 407 millions de dollars à cette opération. Ce programme doit permettre au gouvernement d'avoir plus de marge pour assurer la diversification de l'économie et ainsi réduire la dépendance aux ventes de pétrole. En Éthiopie, l'insécurité alimentaire s'aggrave dans la région de l'Afar, voisine du Tigré, zone de conflit depuis novembre 2020. La sécheresse qui sévit dans ce pays de la Corne de l'Afrique touche particulièrement les enfants. En janvier 2022, les Nations Unies avaient déjà alerté sur un taux de malnutrition ayant largement dépassé le seuil d'urgence de 15% fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Un sujet de Kamesh Katapoulé. La patience est de mise pour ces nombreuses familles. Dans la région de l'Afar en Éthiopie, ces mères de famille attendent que leurs enfants soient pris en charge par le personnel de l'hôpital de Doupti. La majorité d'entre eux souffrent de malnutrition. Une insécurité alimentaire qui s'est aggravée au cours de ces derniers mois en raison du conflit notamment, mais aussi de la sécheresse qui ravage cette région du nord de l'Éthiopie.
Tout cela est arrivé en raison des déplacements et de la sécheresse dans la région. Et cela a entraîné la souffrance des enfants atteints de malnutrition. La population est aussi confrontée à une pénurie d'eau potable dans la région. Les gens utilisent donc l'eau de la rivière, mais cela les expose à des maladies. Nous avons mis en place un programme d'alimentation thérapeutique pour aider les enfants. Pour des cas plus complexes, nous donnons du lait et d'autres médicaments. D'après les données recueillies par les Nations Unies, le nombre d'admissions relatives à des cas de malnutrition sévère a fortement augmenté au sein de cet établissement hospitalier. Durant ce mois de mai, le nombre de cas recensés par semaine est de 35, contre 5 en janvier de la même année. À l'échelle de la région, les chiffres sont tout aussi alarmants. En janvier 2022, l'ONU estimait que le taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans était évalué à près de 30%. Face à l'urgence de la situation, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance travaille d'arrache-pied avec les autorités pour venir en aide aux familles. Nous nous attaquons bien sûr aux besoins en eau et assainissement. Nous essayons également d'apporter éducation et protection grâce à un programme intitulé BT. Nous embauchons des enseignants et des travailleurs sociaux pour que les enfants bénéficient d'un soutien psychosocial, mais aussi d'une éducation de base parce qu'ils ont raté l'école pendant des mois. Autre conséquence de la sécheresse et du conflit, le nombre de déplacés a lui aussi augmenté. Les autorités locales ont fait état de plus de 330 000 nouveaux déplacés internes depuis le début de l'année. De nouveaux horizons s'ouvrent en Tunisie pour les patients atteints du diabète de type 1. Le premier biosimilaire de l'insuline Glargine a été mis sur le marché, une avancée considérable dans ce pays d'Afrique du Nord où la prévalence du diabète avoisine les 20% de la population. Un sujet de Zahra Mohamed Moutiou. 8 années de recherche scientifique et finalement la mise au point de Glargine, la dernière innovation des laboratoires tunisiens Médis qui annonce avoir fabriqué un biosimilaire à l'insuline. Une première en Tunisie et pour l'ensemble du continent africain. Ce nouveau traitement a été conçu localement et ouvre de nouveaux horizons pour les patients atteints du diabète de type 1. Notre alternative biologique est un flacon de 3 ml, ce qui représente un traitement de 10 jours. Bien entendu, il s'agit d'un médicament conforme à la prescription d'un médecin. Son prix sera de 17 dinars, soit environ 40% de moins que les médicaments importés par l'État tunisien. Il ne s'agit pas d'un générique, mais d'un médicament biosimilaire développé par des chercheurs tunisiens sur la base d'une nouvelle technologie. La mise sur le marché du produit devrait permettre d'atténuer les tensions sur les importations d'insuline et les pénuries régulièrement enregistrées. La vie de ces patients va changer avec cette alternative biosimilaire car elle est fabriquée localement et sera facilement disponible. Nous avons constitué une réserve pour sécuriser nos besoins pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 mois afin d'éviter les problèmes de pénurie de médicaments importés dont nous avons été témoins au cours de la dernière période. Un nouveau traitement qui, selon ses fabricants, participe au renforcement de la sécurité et à l'autosuffisance en médicaments au niveau national. Médis travaillerait actuellement sur le développement d'un autre traitement, cette fois pour les patients atteints du diabète de type 2. J-1 avant le début du tournoi de Roland-Garros, cette compétition internationale de tennis considérée comme l'une des plus difficiles du Grand Chelem en raison de sa terre battue, débute ce dimanche 22 mai à Paris en France. Cette édition connaîtra la participation de 4 Africains. Le point avec José Douglas. Ces internationaux de France sur terre battue se déroulant lors de la dernière semaine de mai et la première semaine de juin chaque année et font partie des 4 tournois du Grand Chelem. L'Espagnol Rafael Nadal détient le nombre de victoires. Va-t-il encore soulever le trophée le dimanche 5 juin? En tout cas, plusieurs joueurs du continent africain ont déjà foulé cette terre battue, comme les Sud-Africains Wayne Ferreira, Bob Hewitt, Johan Kriek, Kevin Curran, le Marocain Younes El Enaoui, le Zimbabwéen Byron Blake, l'Égyptien Ismaël El Shafei, le Sénégalais Yaya Doumbia, le Nigérian Douka Odizor ou encore le Tunisien Malek Jaziri.
Le Sud-Africain Kevin Anderson, 35 ans, qui prend sa retraite. Et rappelez-vous, il s'était hissé en finale de Wimbledon en 2017 et 2018. Je ne me souviens pas d'un moment de ma vie où je ne jouais pas au tennis. J'ai commencé ce voyage il y a 30 ans lorsque mon père a mis une raquette dans mes mains et m'a dit que je deviendrais l'un des meilleurs joueurs du monde si j'étais prêt à travailler dur. Le tirage au sort s'est effectué ce jeudi 19 mai. D'abord chez les hommes, nous retrouvons le Sud-Africain Lord Harris qui rencontrera au premier tour le Français Richard Gasquet. Et puis un clin d'œil également à Joe Wilfried Tsonga. Côté femmes, l'Égyptienne Sherif Maillard sera face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk. La Tunisienne Ons Jabeur sera face à la Polonaise Magda Linette. C'est effectivement d'avoir beaucoup d'impatience, d'excitation. Le tennis professionnel aujourd'hui, chez les garçons comme chez les filles, et spécialement cette année, est hyper ouvert. Donc on attendait avec impatience à la fois le tirage au sort et très vite le démarrage du tableau final, même si les qualifications ont été un véritable succès, avec des nouveautés, Djokovic l'a dit, pendant les entraînements, du public. Et sans oublier la Sud-Africaine Gotazo Mondjani, née à Polokwane, joueuse en fauteuil roulant. En 2018, elle devient la première femme sud-africaine noire à concourir à Wimbledon, née avec une maladie congénitale qui affecte ses deux mains et un de ses pieds, l'autre étant amputé alors qu'elle avait que 12 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.